Imaginez 2 secondes, vous êtes en 1820, donc à une époque où la mer ne fait pas de cadeaux parce que la sécurité est très faible, et là vous avez un cachalot énorme qui vient vous manger votre bateau. Tout ça évidemment au milieu du Pacifique. Eh bien c'est exactement ce qui était arrivé au personnage que je vais vous raconter. Ça se dit personnage que je vais vous raconter? Bref, on est en 1820 et ce qui s'est passé au milieu de l'océan Pacifique pour ces personnages, eh bien personne ne voudrait le vivre, croyez-moi. Sauf si vous aimez être mangé par des baleines. Et on n'est pas dans Pinocchio. Attention! Les voilà! Pinocchio! On est donc en 1820 et le baleinier qui est baptisé Essex, il va être attaqué par un cachalot. Il va faire naufrage en plein océan Pacifique. Va débuter alors, pour les survivants, un calvaire de soif et de faim qui va les conduire au bord de la folie et au cannibalisme. Ce drame, il va inspirer un livre bien connu, évidemment, Moby Dick. Faut savoir un truc, c'est que les peuples autochtones de l'Amérique, notamment du côté de l'Alaska, ils chassaient la baleine depuis très longtemps. On fait des bougies, on fait des savons avec la graisse, vous savez, un petit peu comme dans Fight Club. Et les colons européens, ils ont rapidement fait pareil, ils ont pris leur exemple, notamment dans l'Atlantique après leur arrivée. Sauf que la population de baleines dans l'Atlantique, elle a rapidement diminué, ce qui va forcer les navires à parcourir de plus en plus de grandes distances, devant même aller jusqu'à l'océan Pacifique et Arctique, pour essayer de choper des baleines et de faire des grosses bougies. A noter que la Nouvelle-Angleterre et particulièrement le Massachusetts, eh bien ces endroits ils abritaient de nombreuses communautés qui étaient dédiées au commerce de la baleine. Donc dans ces zones-là, on était vraiment passionnés de gras de baleine, voilà, on en faisait plein de choses. Un peu comme l'huile de palme aujourd'hui, sauf qu'avant c'était la bonne graisse de baleine bien puante, on en faisait des lubrifiants pour moteur, des savons pour bébé, des suppositoires, on faisait tout. C'était un petit peu le pétrole de l'époque, hein, la graisse de baleine. Donc les produits dérivés de cet animal que je vous ai cité, ils étaient très recherchés. La baleine a été aussi utilisée pour fabriquer divers articles, comme par exemple aussi des corsets féminins, des talons, des jupes, des cerceaux, et on arrivait même à fabriquer des os artificiels. Bon bref, ça a rendu l'industrie baleinière extrêmement lucrative. N'importe qui se lançait dans ce business devenait très riche, et ceux qui en profitaient le plus, évidemment, c'était les armateurs, qui se blindaient le gosier de gras, mais jusqu'à la moelle, hein, ils étaient bien. Et donc comme ça, il y avait un commerce énorme autour de la baleine, il y avait un véritable business qui créait beaucoup d'emplois. Il y a beaucoup de gens qui venaient juste pour travailler là-dedans. Faut savoir que le cachalot, c'est le plus grand carnivore terrestre, et à l'époque, il était bien plus imposant qu'on connaît aujourd'hui. Les biologistes, ils pensent que la chasse intensive a éliminé les plus grands spécimens. Donc voilà, ceux qui étaient le plus faciles à attraper, évidemment, ils se sont butés, ils se sont pas reproduits, et donc ils ont disparu. Tout ça en 200-300 ans, hein, ça va vite. Hein. Aujourd'hui, un cachalot adulte, il dépasse rarement plus de 20 mètres, tandis qu'à l'époque, il pouvait atteindre souvent plusieurs mètres supplémentaires, ce qui est énorme. Comme vous pouvez vous en douter, chasser la baleine, c'était pas aussi facile que récolter du raisin. Chasser la baleine, c'était une chance sur 3 de mourir, à peu près à chaque fois. C'était un métier qui était extrêmement dangereux, l'un des plus dangereux à l'époque. Vous imaginez, vous bastonnez contre une bestiole qui fait 20 mètres de long et plusieurs tonnes, il y a des chances de mourir. Les marins, ils devaient d'abord localiser les baleines, puis embarquer dans des petites chaloupes, ramener jusqu'à elles et lancer un harpon équipé d'une corde afin de les relier au bateau. Faut savoir que le harpon en soi, il tuait pas la baleine, ça la blessait juste et la faisait fuir. Après ça, elle était terrifiée et elle tentait de s'éloigner. Mais en fait, avec la corde qui était accrochée avec le harpon, elle traînait le baleinier avec elle. Ça se fait encore, je crois, aujourd'hui, hein. C'est horrible, hein, mais au Japon, ils font encore ça. Dans d'autres pays aussi. Hein. Ils appelaient ça sordidement le tour de traîneau de Nantucket, comme ça qu'ils appelaient le fait de se faire traîner par une baleine. Lorsque la baleine elle finissait par être épuisée, eh bien les chasseurs s'approchaient de la bête et ils finissaient par la poignarder avec des lances, c'est abominable. Évidemment, compte tenu de la taille absolument gigantesque de l'animal, vous imaginez bien le nombre de coups de lance qu'il fallait pour la terminer. C'est une véritable boucherie, c'est vraiment un truc, c'est infâme. J'allais dire c'était une autre époque, mais non, on le fait encore aujourd'hui. Alors une fois qu'on avait capturé les baleines, elles étaient directement traitées sur place pour éviter qu'elles se détériorent, mais aussi pour maximiser les profits et gérer la durée et l'éloignement du voyage. À savoir qu'une fois que la baleine elle était achevée, tout de suite on la traitait directement sur le bateau, c'est-à-dire qu'on l'ouvrait, on extrayait un maximum d'huile et tout, parce qu'évidemment si on la laisse dans l'eau, elle va complètement pourrir, voilà, le temps de revenir. Et donc les mecs pataugeaient dans la graisse de baleine, hein, pendant des jours. Nathanael Philbrick, qui est historien maritime, il va confirmer, suite à de nombreux témoignages de baleiniers, que la mort infligée à ces créatures était tout simplement atroce. Sans parler du fait que cette pratique, évidemment, elle a poussé quasiment l'espèce à l'extinction. Alors bien qu'aujourd'hui les cachalots, ils sont pas considérés en danger de disparition totale, il y a beaucoup d'autres espèces qui elles le sont. Faut savoir que les baleines, tout comme les cachalots, sont extrêmement intelligents et très conscients. Ces animaux, ils montrent des signes de conscience de soi-même, comme la capacité à se reconnaître dans un miroir. Mais elles ont également une vie sociale très complexe. Elles communiquent avec des sons sophistiqués, parfois uniques à leur groupe. Vous avez même des espèces qui possèdent des dialectes, c'est-à-dire des espèces de sous-langues qui ont été inventées par un groupe. Dites-vous qu'il y avait même une mode, alors je sais plus si c'est les dauphins ou les baleines, il y avait une mode de dauphins où les dauphins se mettaient un poulpe, je crois, sur la tête comme un chapeau. Et la mode s'était répandue parmi les dauphins
dauphins, tous les dauphins faisaient un petit peu ça pour avoir le style, et après la mode a disparu. Mais vraiment comme s'ils s'étaient fabriqué une casquette. C'était les orques peut-être, je sais pas, je vous mettrai une photo. Mais bref, le cerveau des cachalots, c'est le plus grand du règne animal. Ils sont capables de résoudre des problèmes sophistiqués et s'adapter à leur environnement. Mais ils vont montrer aussi des émotions et peuvent avoir des comportements sociaux très développés comme on l'a vu. Comme par exemple des rituels de deuil, comme nous on va au cimetière ou je ne sais pas à l'église où vous voulez, quand il y a un décès, et bah eux aussi ont des rituels comme les éléphants. C'est d'ailleurs assez étonnant de constater à quel point les baleines se défendaient rarement quand elles étaient attaquées par un baleinier. Si elles avaient été assez conscientes du danger, elles auraient pu facilement écraser les baleiniers qui les poursuivaient. Mais pour elles, c'était un danger tellement nouveau, voilà, elles connaissaient pas ce truc. Mais elles savaient pas quoi faire et elles essayaient tout simplement de fuir, mais elles auraient pu éclater le bateau facilement. Pourtant, en 1820, elles semblaient peu percevoir ces hommes comme une véritable menace. Lorsqu'une baleine brisait un bateau d'un coup de queue ou en surgissant sous la coque, eh bien c'était souvent en fait par accident plutôt que par une attaque délibérée. Propriété de Gideon Folger et de Paul Massey, ce fameux bateau Essex était plus petit que de nombreux navires contemporains. À noter que ce bateau, il avait été pimpé, notamment on l'avait cuivré. On avait cuivré toute sa coque et elle était faite en épaisse planche de chêne. Le navire, il pesait 238 tonnes et il mesurait 27 mètres de long. Donc c'était pas non plus un rafio tout petit. Il fallait quand même choper des baleines avec ça. Il avait été construit par Amesbury dans le Massachusetts et avait déjà effectué 6 voyages très rentables. Ce navire à 3 mâts, fabriqué en chêne blanc réputé pour sa solidité, est d'abord utilisé comme navire marchand avant d'être converti en baleinier. Alors au moment des faits, son port d'attache, il est à Nantucket, qui est alors considéré comme la capitale de la chasse à la baleine aux États-Unis. À cette période, les baleiniers, ils avaient déjà commencé à épuiser les zones de chasse, qui étaient notamment à proximité de cet endroit. Et c'est là qu'ils ont dû aller plus loin, presque dans d'autres océans, pour trouver de la baleine. À noter que les chasseurs marins, quand ils partaient en mer, c'était parfois pour 2-3 ans. Donc c'était pas une petite mission intérim, genre, tu vas déménager, je sais pas, le pôle emploi vers un autre truc, une matinée, voilà, t'as tes congés payés. Là, tu partais 3 ans en mer, mon gars. Probablement, tu sniffais de la graisse de baleine, t'en pouvais plus, quoi, ça puait. T'étais dans le jus. On est le 12 août 1819 et le bateau Essex, il va prendre la mer, quittant Nantucket pour l'océan Pacifique Sud. Alors à son bord, on va trouver 21 hommes, et le navire il est commandé par George Pollard Jr., suivi de son premier officier, Owen Chase, qui a 21 ans. Matthew Joy est le deuxième officier, et certains membres d'équipage ont plusieurs années d'expérience, et d'autres un petit peu moins. Comme par exemple Thomas Nickerson, qui a seulement 14 ans. 14 ans, ça part 3 ans pêcher la baleine dans le Pacifique, les mecs. Il y avait également Owen Coffin sur le bateau qui avait 16 piges. C'était notamment le cousin du capitaine, donc il avait quelques petits avantages, voilà. C'est mon cousin le capitaine, mon copain. T'auras un peu plus de niglou à manger. Et donc, dans cette configuration, leur voyage devait durer justement 3 ans. C'est long 3 ans quand t'as 14 ans. T'imagines, tu reviens, t'es presque adulte. Tu pars en bateau, t'as rien le droit de faire. Tu reviens accoster, t'as le droit d'aller à Junkyard et fumer des clopes, quoi. Incroyable. Quelle vie. On est seulement 2 jours plus tard, soit le 14 août 1819. Et le bateau, il va déjà manquer de sombrer après avoir été malmené par une tempête. Le bateau est complètement endommagé et il y a 2 autres baleiniers qui vont être portés disparus. Et là, le capitaine, il va envisager de rebrousser chemin, donc de retourner à Nantucket. Sauf que son second Owen Chase, il va le convaincre de poursuivre l'aventure, craignant que l'équipage déserte complètement après avoir foutu un pied sur terre. Parce que eux, la tempête, c'est un traumatisme, là, c'est pas un petit truc qu'ils ont vécu, c'est un truc de fou. Donc ils vont rester en mer. Depuis leur départ, l'équipage, il cherche des cachalots, mais c'est seulement au bout de 2 mois, et tout ça au sud de Rio de Janeiro, qu'ils vont apercevoir enfin leur première baleine, qu'ils vont réussir à abattre quelques temps après. On est en janvier 1820, l'Essex, il franchit le Cap Horn, au sud du Chili, et il va rentrer dans le Pacifique Sud. Jusque-là, la chasse, elle est assez décevante, ils vont rien attraper, mais arrivé au large du Pérou, ils vont réussir à en choper une dizaine. On est fin mai, le capitaine Pollard, il va décider de s'éloigner davantage des côtes vers une zone récente dite fructueuse. On est donc en septembre 1820, il s'arrête à Atacama, c'est en Équateur, pour réparer le navire. Mais durant cet arrêt, il y a un membre d'équipage qui va se barrer, voilà, il en avait marre, il s'est tiré. C'est-à-dire qu'il en a profité, il s'est dit, bon, ça commence à être un petit peu long et dangereux. Le type, il a pris son baluchon, il s'est arraché, quoi. Alors je sais pas s'il a été payé, je sais pas. Bon, malgré cet effectif un petit peu réduit, le bateau, il va poursuivre sa route. Il va s'arrêter à l'île de Hood, qui est située dans les Galapagos, pour réparer de nouveau une fuite et capturer près de 200 tortues. Alors il s'arrêtait pas aux baleines, il chopait aussi des tortues. C'était vraiment le truc de l'enfer. Écoutez, c'était comme ça à l'époque, on faisait des soupes de tortues et des savons à la baleine. Qu'est-ce que vous voulez? Et des rôtis de dodo, oui. Octobre 1820, ils atteignent les îles Charles, où ils vont recueillir d'autres tortues. Sauf qu'un feu allumé accidentellement par un marin va tout simplement ravager l'île, ce qui va forcer tout le monde à fuir. Vous remettez le contexte, c'est-à-dire que les mecs viennent piocher toutes les tortues possibles, qui sont trop gentils. Ils viennent prendre toutes les baleines, qui sont trop mignonnes. Et en plus, ils foutent le feu aux îles. Voilà le tableau du bateau. Bon, heureusement que les consciences ont évolué. Je crois qu'il
est en tôle d'ailleurs, le mec de Sea Shepherd, hein, il me semble. Au Groenland, il est dans une prison au Groenland, j'ai cru entendre parler vaguement. Vous avez défendu les baleines, monsieur, vous allez aller en prison. C'est illégal de défendre des pauvres animaux inoffensifs qui sont en voie d'extinction. Pourquoi vous faites ça, monsieur? Imagine la défense, c'est un truc de ouf. On est maintenant le 20 novembre 1820 et l'Essex, il se trouve à plus de 2800 km des Galapagos lorsqu'il va repérer un groupe de cachalots. Vous avez 3 chaloupes qui sont alors mises à l'eau, mais celle d'Owen Chase subit des dommages et doit revenir au navire pour des réparations. Alors pendant ce temps, il y a un immense cachalot mâle estimé à 26 mètres de long et 80 tonnes qui est aperçu près de l'Essex. Certains pensent que le bruit des marteaux sur le navire a pu être confondu avec les clics que les cachalots émettent pour communiquer. L'animal, croyant peut-être être face à un rival, va se mettre soudainement à charger violemment le navire, ce qui va totalement éclater le côté bâbord, donc le côté droit, pour ceux qui n'ont pas le pied marin. Côté bâbord, le côté droit. Ne jamais dire lapin sur un bateau, conseil d'amis. Après un premier choc, il revient avec une fureur encore plus décuplée et va percuter l'avant du navire, causant des dégâts catastrophiques avant de disparaître. À ce moment-là, les autres chaloupes, elles vont revenir et constater que leur bateau est condamné et va se mettre à couler tout simplement comme une pierre. Le capitaine Pollard, il est complètement ahuri de la scène évidemment, et il va dire à son second: Mon Dieu, monsieur Chase, que se passe-t-il? Ce à quoi Owen Chase va lui répondre, tout ça en barbotant dans la flotte, hein. Nous avons été littéralement attaqués par un cachalot. Au moins c'est précis. Je suis pas sûr que c'est tous les matins que ça t'arrive ce genre de problème. Le capitaine, il va leur proposer de se diriger vers les îles Marquises ou les îles de la Société, pas les îles de la Société Générale, hein, rien à voir avec la banque, hein, qui sont situées à plus de 2200 km et 3700 km. Ces îles, elles sont non seulement les terres les plus proches, mais en plus de ça, le vent il est plutôt favorable pour rejoindre ces endroits. Cependant, Owen Chase et le second Matthew Joyce, ils redoutent d'y rencontrer des cannibales, parce que sur ces îles, à l'époque, il y avait des gens qui mangeaient d'autres gens. Il va leur proposer une route vers le Pérou ou le Chili, qui est un peu plus chill. Chili cheese. C'est nul. C'est nul. Bien que le trajet dépasse 7400 km et qu'ils doivent naviguer à contre-vent et contre des forts courants. Le capitaine Pollard, il finit par céder et le 22 novembre 1820, les hommes vont quitter le bateau qui était à peine flottant et tout ça à bord de 3 chaloupes. Imaginez, vous êtes au milieu de l'océan, vous avez des pauvres barques toutes petites et vous devez prendre la mer comme ça pour faire des milliers de kilomètres. Ça fait peur. Les 3 embarcations, elles étaient équipées de voiles de fortune et de seulement 2 mois de provisions. Elles sont respectivement commandées par George Pollard, donc le capitaine, le premier officier Owen Chase et Matthew Joyce, le second officier. Sauf qu'évidemment, très rapidement, la situation va devenir critique. Parce que les vivres, elles vont réduire, les hommes, ils souffrent de déshydratation, c'est diarrhée sur diarrhée, c'est dégueulasse, hein, je vous explique pas le tableau. Hein. Et les bateaux, ils sont constamment ballottés dans tous les sens, donc faut les réparer en permanence, c'est insupportable. Vous pouvez pas faire des bateaux en plastoc à l'époque, hein, bon. On est maintenant fin novembre 1820, et le bateau du capitaine Pollard, il est endommagé par un animal marin, encore une fois, on suppose que c'est un épaulard, je mettrai une image d'un épaulard. Et le 20 décembre, après avoir parcouru environ 2800 km, ils vont atteindre une île qu'ils pensent être Ducie, mais qui est en réalité l'île Anderson, qui est l'une des îles Pitcairn. Ce n'est pas l'île de Matrix de Monsieur Anderson, rien à voir. Monsieur Anderson. Entre la Société Générale, Matrix, ça n'a plus aucun sens. Bon, l'idée sur cette île, évidemment, c'est de trouver de l'eau et de la bouffe, mais ils doivent repartir après, parce qu'il n'y a rien là-dedans. Bien que l'île de Pâques se trouve à moins de 1900 km de là, eh bien, ils ne la connaissent pas. Mais ils vont décider tout de même de s'y diriger. On est le 27 décembre, et ils quittent l'île Anderson, et laissent 3 marins derrière eux, qui refusent de repartir en mer. Et à présent, le 10 janvier 1821, Matthew Joy meurt, fin du personnage, hein, voilà, la mort était un peu rapide, et on va balancer évidemment son corps dans l'eau, on ne va pas le garder. Son bateau, il va à présent passer sous le commandement d'Obeb Hendricks, sauf que là, en fait, avec ce mec-là qui va diriger cette petite chaloupe, les quantités de nourriture qui sont distribuées, elles vont plus être respectées. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont un peu se servir, ça va être un petit peu tendu. Et donc le lendemain, il y a une tempête qui va séparer le bateau d'Owen Chase et des autres, et un de ces hommes va mourir le 20 janvier 1821. 3 semaines plus tard, un autre marin va succomber. Et finalement, ils vont décider tout simplement de le damer. Alors, ils en avaient jeté un ou deux, ils ont regretté parce qu'ils avaient tellement faim que là, ils sont pas passés à côté d'une opportunité incroyable de manger de la viande. Ils se sont fait un petit steak de marin, là, et c'est bien passé. Comme ils diront, nous l'avons mangé comme le veut la coutume de la mer. S'il y a que ça à manger, hein, voilà, on le mange. Grand débat, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? On ne peut pas savoir tant qu'on n'est pas dedans. Mais alors c'est quoi la coutume de la mer? Parce que c'est un vrai truc. Eh bien, c'est l'ensemble des traditions maritimes non écrites qui régissent le comportement des marins en mer, mettant l'accent sur la solidarité et la coopération. Et parmi ces pratiques, eh bien, le cannibalisme se distingue comme une mesure extrême, souvent considérée comme le dernier recours dans des situations de survie désespérées. La coutume de la mer, elle dicte que dans de telles circonstances, il est préférable de recourir
recourir au cannibalisme plutôt que de périr tous ensemble. C'est socialement acceptable de manger des gens quand vous êtes en mer et qu'il y a un problème. Pas une raison pour le faire quand il y a rien, hein. Je vous vois les gourmands. Évidemment, cette pratique, elle est entourée de tabous et de sentiments de dégoût et de honte. Et bien évidemment, elle est évitée le plus possible. Cependant, lorsque la survie, elle dépend de cette ultime option, eh bien les marins, ils vont suivre ces règles qui sont totalement implicites. Je pense que cette histoire de bouffer des gens quand il n'y a plus que ça à manger, ça marche un petit peu partout. Comme les mecs qui se crachent avec un avion dans la montagne où il n'y a plus que des gens à manger, bah tu les manges. Enfin, dit comme ça, c'est évident, mais ça doit être dégueulasse. Mais bref, on est le 18 février 1821. Les 3 survivants du bateau d'Owen Chase vont repérer un navire britannique. C'est le brig Indian. Ils vont parvenir à y monter, ce qui va mettre fin à leur calvaire de 89 jours. Pendant ce temps, les 2 autres chaloupes connaissent le même sort. Entre le 20 et le 27 janvier 1821, vous avez 3 hommes qui meurent sur le bateau d'Odeb Hendrick et qui sont eux aussi mangés. Le 28 janvier, et le capitaine Pollard, lui, va perdre son premier homme qui est également mangé. Ça finit en boucherie-charcuterie, hein, je vous le dis. Le truc, c'est la grande bouffe. Est-ce que vous avez déjà vu ce film? C'est dégueulasse. Hein. Le lendemain, les 2 chaloupes sont séparées à cause de courant. Et celle d'Odeb Hendrick va disparaître à jamais. On n'entendra plus jamais parler de lui. Et eux étaient 3 marins à bord. Ils ont disparu. Pouf, comme ça fait plouf. Alors plus tard, il y a un baleinier qui va retrouver une embarcation avec 3 squelettes sur l'île d'Ussy. Finalement, on les a peut-être retrouvés en fait. Il n'a jamais été certifié que ces hommes appartenaient à l'équipage de l'Essex. Pendant ce temps, sur la chaloupe du capitaine Pollard, la situation était désespérée. Les hommes tiraient au sort pour savoir lequel sera mangé. Le cousin du capitaine, Owen Coffin, 16 ans, tire la paille la plus courte et bien que le capitaine Pollard propose de prendre sa place, Coffin refuse et sera tué le 6 février 1821 avant d'être mangé lui aussi. Attendez, c'est pas une histoire de bateau, c'est cauchemar en cuisine. 5 jours plus tard, un autre marin va mourir d'épuisement. Il sera également dégusté. Mais vraiment, ils se sont tous mangés, hein. C'est pas des vannes. Juste une petite parenthèse parce que j'ai lu un truc qui m'a rappelé quelque chose. Vous savez la chanson « Il était un petit navire ». Il était un petit navire. Tu connais. À un moment donné, ils disent ouais, ils vont tirer à la courte paille pour voir qui sera mangé. Bah, c'est marrant parce que c'est exactement la même histoire. Est-ce que la musique « Il était un petit navire » est tirée finalement de cette histoire? Je mettrai un message qui validera ou pas cette hypothèse. Moi, j'ai envie de dire oui. Est-ce que c'est ça? Vous avez la réponse, moi je sais pas encore. Les 2 derniers survivants vont finalement être secourus par le Dauphin, qui est un baleinier américain, le 23 février 1821. Ils sont emmenés à Valparaiso, au Chili. Après avoir appris que des hommes étaient restés sur l'île d'Anderson, le navire australien Surrey est envoyé pour les secourir. Le 9 avril 1821, il sauve les survivants restants. De retour à Nantucket, Owen Chase va écrire un livre qui inspira Moby Dick d'Herman Melville en 1851. Vous avez quand même un tiers de l'équipage qui a été tout simplement manger. C'est quand même fou, hein. Lorsque les hommes sont rentrés à Nantucket, la majorité de la population, elle semblait comprendre la coutume de la mer et les épreuves qu'ils avaient endurées. À noter que cet événement qui s'est passé avec l'Essex, avec ce bateau, à l'époque, ça avait fait un bruit énorme. Ça avait fait autant de bruit que le Titanic pour nous aujourd'hui. Dans la communauté baleinière, ça avait changé beaucoup de choses, cet accident. Parce que ce qui s'est passé, c'est que les baleiniers, ils ont pensé que les cachalots, les baleines, elles commençaient à se défendre. Donc, ils avaient peur. Et durant les années suivantes, plusieurs récits ont fait état de cachalots qui attaquaient des bateaux, voire coulaient littéralement les navires. Mais malgré l'intelligence et la complexité comportementale des baleines, bien il n'existe pas de preuves solides qui démontrent qu'ils ont développé une capacité à attaquer volontairement les bateaux. Les rares incidents où des baleines semblent avoir percuté volontairement des navires sont en fait généralement interprétés comme des réactions défensives ou accidentelles plutôt que des attaques délibérées. Les comportements agressifs observés, comme par exemple frapper les bateaux avec la queue ou émerger brusquement, sont souvent des réponses à des situations de stress ou des menaces, et non des preuves d'une intention volontaire d'aller attaquer le bateau. On sait qu'aujourd'hui la chasse à la baleine, elle est interdite dans beaucoup de pays, mais elle continue dans certains. Vous avez par exemple le Japon, la Norvège et l'Islande qui vont continuer ces pratiques sous couvert de recherche scientifique. Les communautés indigènes comme les Inuits, ils peuvent encore chasser des baleines dans le cadre de quotas régulés, notamment pour leur propre consommation. Quant à la chasse au cachalot, elle est moins courante, mais elle va persister encore dans quelques endroits. Il y a une étude qui a montré que les groupes de cachalots auraient appris à éviter les endroits trop dangereux, et cette information, elle passerait de génération en génération, ce qui a contribué à diminuer le nombre de cachalots attrapés. Ça reste des hypothèses. Merci beaucoup d'avoir regardé encore une fois cette vidéo. Je vous propose celle-ci maintenant si vous voulez aller voir. Pensez à laisser des pouces, abonnez-vous à la chaîne de Toony, c'est gratuit. Je vous dis à la prochaine, comme d'hab, portez-vous bien d'ici là.